capitaine qui était déjà là. Nous avons le plaisir de poursuivre et de conclure ces rencontres du Festival des écrivains du Sud avec un éminent historien, Yvan Jablonka, qui publie La culture du féminicide aux éditions du Seuil, pour vous présenter, même si c'est peut-être pas indispensable, mais quand même. Vous êtes un disciple du grand Alain Corbin, ancien élève de l'École normale supérieure, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, également directeur de la collection Traverse et co-directeur de la collection La République des idées au Seuil. Vous êtes l'un des fondateurs et rédacteurs en chef de la revue en ligne La vie des idées, et vous êtes l'auteur d'ouvrages marquants, d'ouvrages de référence, avec des thématiques toujours ancrées dans l'humanité, sur les enfants placés. Vous avez également touché à une forme d'égo-histoire ou d'histoire familiale, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, une enquête, et vos livres sont traduits dans une quinzaine de langues. Alors avant d'entrer dans cet ouvrage essentiel pour comprendre une problématique qui est enfin analysée comme il se doit, puisque ce festival a pour thème l'art d'écrire, et que vous-même conciliez l'écriture au sens le plus littéraire du terme à la recherche historique et scientifique, il me semble intéressant de vous questionner sur votre approche de l'écriture. Il y a beaucoup d'auteurs, d'historiens notamment, et c'est valable en France, je ne donnerai pas de nom, mais qui ont tendance à vouloir être un petit peu, peut-être trop académique dans l'écriture, un peu rébarbatif, comme si le sujet le nécessitait. Alors que quand on vous lit, il y a aussi cette recherche du style, peut-être aussi pour mieux faire passer les informations que vous mettez au jour. Est-ce que je me trompe? Bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux d'être là cet après-midi avec vous et je vous remercie d'être venu nous écouter. On est dans cette magnifique maison commune, comme on dit, et c'est une belle métaphore pour l'histoire. Voilà, je trouve que l'histoire c'est une maison commune et tout le monde y a sa place, tout particulièrement ceux qui ont disparu et qui sont restés anonymement. En effet, je conçois l'histoire comme une forme de littérature, mais quand je dis ces deux mots, histoire et littérature, il y a une confusion qui pourrait se présenter immédiatement dans les esprits, c'est la ligne rouge de la fiction. Qui dit littérature sous-entend qu'il y a fiction, et un historien n'invente pas, en tout cas n'imagine pas des choses qui n'ont pas eu lieu, sauf des cas vraiment très précis pour faire des hypothèses ou des suppositions. Donc littérature oui, mais fiction non. C'est une confusion qu'on fait souvent, tant il est vrai qu'en France et dans d'autres pays, on associe immédiatement la littérature au romanesque ou au roman. Et donc, je fais partie de la littérature, mais en quelque sorte dans cette niche qu'est la non-fiction ou la littérature du réel. Donc oui, j'essaye d'écrire mes livres pour les rendre plus lisibles, plus socialement appropriables, mais je n'oublie pas l'ordre des priorités, et ma priorité, c'est de dire des choses vraies sur le passé. Évidemment, avec des sources très nombreuses. Dans cet ouvrage, on explore la culture du féminicide, que vous définissez comme un système de représentation et d'idéologie qui légitime la violence extrême qui s'exerce contre les femmes. Et vous analysez surtout comment le meurtre sexualisé est devenu un objet de fascination culturelle. Et vous vous appelez donc sur des sources très variées qui vont des récits bibliques jusqu'aux films d'horreur, donc de la Bible à Netflix, c'est le titre d'un de vos sous-chapitres. Et vous démontrez que le corps féminin est historiquement traité comme un territoire de conquête ou de sacrifice. Est-ce que vous vous êtes lancé dans l'écriture de ce livre parce que vous avez constaté que, en tant que citoyen, on parle de plus en plus de féminicide, sans en donner les clés de compréhension, sans en donner peut-être une grille d'analyse historique qui est indispensable? Ma réflexion a commencé il y a une dizaine d'années quand j'ai écrit mon livre sur Laetitia. Laetitia Perret est une jeune femme qui a été violée et tuée à l'âge de 18 ans. Et j'ai essayé d'analyser sa courte vie au regard des violences qui l'ont traversée.
J'ai été choqué, comme des millions de Français, quand j'ai découvert l'horreur du crime qu'il a emporté. Mais j'ai ressenti une deuxième colère, une deuxième injustice, qui était le fait qu'après avoir été tuée, elle a été immédiatement assimilée à un cadavre, à un corps démembré. Comme si le plus important dans sa vie, c'était sa mort. Comme si elle n'était là que pour avoir été violée, tuée, démembrée. Elle était là pour ça, en quelque sorte. Et ce qui comptait dans sa vie, c'était le sang, la scène de crime. Et j'ai trouvé que c'était une deuxième injustice qu'on lui faisait. Et j'ai voulu, dans mon livre, rappeler ce qui pourrait sembler un truisme, mais qui ne l'est pas, à savoir que le plus important dans sa vie, c'est pas sa mort, c'est précisément sa vie. Et donc j'ai voulu raconter son existence qui a été fragilisée, abîmée, puis progressivement détruite, de telle sorte qu'elle a suivi librement l'homme qui devait la tuer. Et sa vie explique en quelque sorte son attitude qui a étonné jusqu'aux gendarmes, parce qu'en fait l'homme qu'elle a suivi n'était pas pire que les autres. Il était comme les autres. Et c'est précisément pour ça qu'elle l'a suivi, parce que pour elle, les hommes, c'était cela. Et à l'époque, j'étais étonné, surpris par l'espèce de voyeurisme, de complaisance qui entourait le fait divers. Pour moi, ce n'était pas du tout un fait divers, c'était un événement historique et que j'ai essayé d'analyser en tant que tel au croisement de deux grands phénomènes que sont la vulnérabilité des enfants et le continent des violences subies par les femmes. Elle a disparu précisément à cette intersection. Et ce qui m'avait frappé, étonné, c'est donc cette complaisance, ce voyeurisme qui avait entouré Laetitia, ce que je n'appelais pas à l'époque la culture du féminicide, mais je crois que c'était ça. Dans mon livre, j'avais utilisé le terme féminicide, qui à l'époque n'était quasiment pas utilisé en langue française, mais je n'avais pas songé que cela relevait de la culture du féminicide. Et quand je m'en suis aperçu quelques années plus tard, j'ai voulu consacrer un livre à cette manière de penser et de représenter les meurtres de femmes. Donc la définition que je donne après d'autres chercheuses de cette notion, c'est celle-ci. La culture du féminicide, c'est la manière dont les sociétés racontent, illustrent et justifient les meurtres de femmes. Il y a d'un côté des représentations et de l'autre des justifications. Et pour bien comprendre les images et les discours qui nous emprisonnent, il faut remonter les siècles et les millénaires jusqu'à la Bible, la mythologie. Alors avant de faire ce voyage dans le temps, petit pas de côté, vous-même vous interrogez sur votre légitimité d'homme et d'historien à travailler sur ce sujet. Vous écrivez « Qu'est-ce qu'un homme vient fabriquer dans cette histoire ?» La réponse est évidente, mais je vais peut-être vous laisser la formuler. Non, la réponse n'est pas du tout évidente, sachant que 99% des gens qui ont travaillé sur l'histoire des femmes et même sur l'histoire des masculinités, ce sont des femmes, précisément. Donc pourquoi moi, tout à coup Alors, il y a des aspects personnels. J'ai été élevé par un père plutôt traditionnel, assez violent, mais ça ne l'empêchait pas d'être un bon père, c'est souvent le paradoxe. Et puis ensuite, bien plus tard, j'ai eu 3 filles, et ça rend les choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus sensibles. Et donc voilà, ces 2 éléments biographiques expliquent que je m'intéresse à ces questions. Mais plus largement, je pense que les hommes ont toute leur place dans cette réflexion. Dès lors qu'on essaye de repenser la relation entre les femmes et les hommes, on s'aperçoit bien qu'il y a une relation à 2 termes. Donc les hommes peuvent et doivent, je crois, prendre la parole là-dessus, plutôt que détourner le regard ou s'occuper du jardin, de la voiture comme d'habitude. Je le dis un petit peu en souriant parce que quand je fais des rencontres en librairie ou dans des festivals sur l'histoire des femmes et même sur l'histoire des masculinités, la salle est remplie à 90% de femmes. J'ai envie de dire, où sont les hommes? Et je le dis par anecdote. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, dans un monde idéal, ce genre de relation entre les femmes et les hommes se repense à 2 termes. Et c'est ce que j'essaie de faire du point de vue de l'histoire. Et vous le faites bien en commençant, en remontant aux origines bibliques. Il y a une sorte de pacte masculin, un pacte criminel, hein, et vous analysez un récit du livre des justes présenté comme un crime paradigmatique, comme si voilà, on posait les bases
de tout ce qui va suivre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce crime paradigmatique? C'est un épisode qui n'est pas très connu du livre des juges, ce livre de la Bible hébraïque étant lui-même pas très connu. C'est le livre où il y a Samson et Dalila, donc ça c'est un épisode beaucoup plus connu, mais celui que je vais raconter est quasiment inconnu alors qu'il est dans n'importe quelle Bible, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou la Bible hébraïque. Alors de quoi il s'agit? C'est un prêtre qu'on appelle un lévite qui va chercher sa concubine, enfin sa femme, chez son beau-père. Et puis, en chemin, de retour vers leur village, il s'arrête et il est hébergé dans une maison. Et là, comme souvent dans la Bible, la maison est entourée par une espèce de populace agressive, comme dans d'autres villes, Sodome, Lot, etc. Et là, il s'agit d'attaquer, d'agresser le lévite, le prêtre. Et donc la populace perverse, dit la Bible, veut violer le lévite, le prêtre. Alors lui, évidemment, immédiatement dit « Messieurs, on ne fait pas ça entre hommes, mais en revanche, vous avez ma femme, si vous voulez. » Et donc, il leur donne sa femme, laquelle est maltraitée et violée toute la nuit, et au matin, elle se traîne jusqu'au seuil de la maison, où le mari a dormi, bien sûr, du sommeil du juste. Et on ne sait pas très bien si elle meurt à ce moment-là. En tout cas, le mari la découpe pour envoyer son corps aux quatre coins du pays pour faire éclater le scandale qui le frappe. C'est lui qui est victime de cette espèce d'affront, c'est lui dont on a dégradé la marchandise. Et puis ensuite, il y a une guerre qui s'ensuit. Enfin, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre des juges. En tout cas, ça me semble paradigmatique parce qu'il y a dans un de ces premiers féminicides qui est représenté, les trois items qu'on retrouvera quasiment dans chaque féminicide, la sexualisation, soit nudité forcée, soit le viol, soit l'envoi au lieu de prostitution. Ensuite, la suppression de la vie, donc le meurtre en tant que tel. Et ensuite, enfin, l'atteinte au corps, post-mortem, le démembrement. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment toujours dans les féminicides, en tout cas dans leur représentation. Et ça, c'est quelque chose de paradigmatique qui montre la manière dont, c'est pas qu'on traite les femmes, mais dont on représente les violences qu'on peut leur faire subir. Et ici, tout ça se termine entre hommes. Encore une fois, on ne sait pas du tout le nom de cette femme, elle restera anonyme, mais ce qu'on sait en revanche, c'est que les hommes se querellent autour d'elle et puis finalement ils se réconcilient dans un grand banquet. En faisant un petit bond dans le temps, passons au Moyen-Âge et au personnage, là aussi que je ne connaissais pas, Claire de Montefalco. Au début du XIVe siècle, vous identifiez un moment clé, peut-être une autre rupture qui est peut-être l'écho de ce crime paradigmatique, puisqu'il va effectivement être question de mutilation. Donc au début du XIVe siècle, les hommes acquièrent le droit, ou s'arrogent le droit de pratiquer entre guillemets, sainte dissection et d'inspecter le corps des femmes. On est dans une phase où, à la place du divin, qui était prêté au fonctionnement du corps humain, il n'y a plus qu'un tas de viscères. Comment est-ce que cette première sécularisation médicale peut être interprétée? Avant de répondre à votre question, je dois faire la distinction entre deux formes de représentation des féminicides, du meurtre des femmes. D'un côté, une représentation réaliste, qui consiste à montrer une femme en train d'être tuée, comme aujourd'hui on le fait dans un fait divers classique. Et il y a une autre représentation, c'est la représentation symbolique des meurtres de femmes. Et pour la représentation symbolique, les meurtres de femmes, les femmes ne sont pas tuées sur scène ou dans un livre ou dans une enluminure, mais c'est plutôt que le récit ou l'image viennent coder le meurtre ou fonctionner comme une métaphore ou une allégorie ou une parabole. Donc une femme n'est pas vraiment tuée sous nos yeux, mais en revanche, tout indique la destruction de cette femme. Et c'est le cas pour les premières anatomies ou dissections que des médecins hommes font subir à des corps de femmes, c'est-à-dire qu'elles sont disséquées, et ici ce qui intéresse les hommes de l'art, c'est les parties génitales, sexuelles, reproductives.
Et ça me fait dire qu'il ne s'agit pas ici de féminicide réaliste, mais de féminicide symbolique. Il s'agit bel et bien de déchirer les femmes, d'ouvrir leur corps, de voir ce qu'il y a dedans, et ensuite ça justifiera toute une série de représentations culturelles, la femme comme une poupée, la femme comme un automate, la femme comme un robot qu'on peut démonter, dérégler, ouvrir, un petit peu comme un sale gosse qui casserait un réveil pour voir ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est des formes de féminicide symbolique dont on peut retracer la généalogie au Moyen-Âge, au moment donc, où le corps de la femme devient une espèce d'objet entre l'érotisme, la médecine, la représentation artistique. En tout cas, ça fait comme ça un support entre érotisme et violence. De manière presque concomitante, il y a un féminicide de masse qui se déclenche en Europe, c'est la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, à partir du début du XVe siècle, dans un certain nombre de pays, dont la France, peut se définir comme un féminicide de masse qui est orchestré à la fois par l'État et par l'Église. Et effectivement, il y a un lien, une passerelle. On progresse dans notre voyage temporel, et on va s'intéresser au marquis de Sade. Alors, le marquis de Sade est souvent présenté, mais toujours présenté comme un grand écrivain sulfureux. Et vous reprenez son œuvre et vous l'analysez à travers cette grille de lecture de la culture du féminicide, et vous parlez d'un sacre du féminicide en littérature. Pour Sade, la femme est un corps-machine que l'on peut démonter. Vous écrivez que le plaisir de viol tué est d'autant plus intense que la jeune fille était belle, jeune et pure. Et donc, en quoi Sade a-t-il théorisé une idéologie gynocidaire qui influera pendant très longtemps, et peut-être même encore, certains récits? Sade, c'est plutôt un aboutissement, c'est un aboutissement plutôt qu'un inventeur. C'est-à-dire que Sade, le marquis de Sade, est l'héritier d'un certain nombre de représentations féminicidaires qui lui préexistaient. J'ai évoqué tout à l'heure la question de l'anatomie et de la dissection. Il y avait aussi les Vénus en cire, donc au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y avait des mannequins comme ça en cire qu'on pouvait ouvrir et dont on pouvait retirer comme ça les organes génitaux jusqu'à l'utérus. Ça faisait partie aussi de cette fantasmatique féminicidaire. Et puis Sade lui-même était ce qu'on appellerait aujourd'hui un criminel sexuel, c'est-à-dire qu'il avait... c'était un marquis, donc c'était quelqu'un d'extrêmement... je ne vais pas faire des comparaisons trop récentes avec certains réseaux pédocriminels, mais enfin c'était un petit peu de ce niveau-là. Je veux dire que c'était quelqu'un d'extrêmement important socialement, et il pouvait soit kidnapper une fillette, soit enfermer chez lui une domestique. Enfin, bon, il a fait le brouillon de ses œuvres, si je puis dire, dans la réalité. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de ces ouvrages qui mettent en scène, théorisent, représentent, justifient les féminicides comme une espèce de divertissement, de spectacle, et aussi d'espace d'une jouissance intense, à la fois pour les hommes et pour ceux qui ont le pouvoir. Et lui-même était un homme de pouvoir. Sade invente toute une représentation des féminicides qu'on retrouvera bien plus tard dans le cinéma d'horreur, par exemple. C'est pas très éloigné. Le cinéma d'horreur associe l'érotisme, l'épouvante, et puis aussi fait naître chez le spectateur, comme Sade chez son lecteur, une espèce de jouissance un petit peu macabre qui nous entraîne dans le crime. Et on le retrouve par exemple dans un certain nombre de films d'horreur où la caméra filme depuis le point de vue du tueur. C'est souvent quelque chose que reprennent les réalisateurs. On a l'impression, de manière un peu vicariante, qu'on est à la place du tueur. On le voit aussi par exemple dans Les Dents de la Mer, dans la célèbre scène d'ouverture, où on voit par en dessous le corps et les jambes de la femme qui est en train de se baigner et qui va être dévorée. On est à la place du tueur et ça nous met dans une situation d'excitation supposée. Et ça fait aussi partie de la culture du féminicide qui transforme le meurtre en divertissement de masse. Et ce